Alors, on est rendu à nos deux vieux présentateurs du début qui vont nous parler du rôle de la fiscalité. Donc, est-ce que la fiscalité peut jouer un rôle? On a parlé de plein de défis là, pendant la présentation, mais l'activité d'aujourd'hui, la première partie, on a parlé de pénurie de main-d'œuvre, on a parlé de l'environnement, donc tous des éléments où est-ce que la fiscalité peut jouer un rôle justement pour aider à solutionner ces défis-là ou passer à travers ces défis-là. Donc, c'est un peu le rôle que je vous donne en ce moment pour nous éclairer là-dessus. Parfait. Bien, merci beaucoup, Yves. Donc, dans le fond, on va essayer de voir les constats que les collègues précédents ont fait. On va essayer de voir si la fiscalité pourrait avoir un petit rôle à jouer. Et dans le fond, c'est ça, c'est de dire, à travers l'outil fiscal, comment on peut appuyer les politiques publiques? Est-ce que c'est possible et comment on le fait? Bien, d'abord, la fiscalité, bien, ça sert à quoi en premier lieu? Bien, à collecter des revenus. Collecter des revenus pourquoi? Bien, pour que l'État réussisse à répondre aux missions de l'État. On a parlé au fédéral tantôt de péréquation, de transferts fédéraux. On a parlé de services de garde. Il faut donc collecter des revenus. C'est donc un de ses rôles. La fiscalité, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Bien, elle peut prendre en compte un état de fait. C'est quoi prendre en compte un état de fait? Famille monoparentale. Il existe des crédits d'impôt pour équivalent de conjoint, le bon nom, crédit pour personnes à charge admissible. Peut prendre en compte le fait qu'une personne a un handicap. Il y a des crédits d'impôt à cet égard-là également. Personne vivant seule pour une personne qui vit seule. Dans l'intérêt du crédit d'impôt solidarité, il y a une portion pour ça. Il y a aussi une portion pour un état de fait de quelqu'un qui habite en région éloignée. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent être faites par la fiscalité. C'est ça. Puis si, comme Suzy le dit, on peut prendre en compte un état de fait, bien, au Québec, puis on le fait souvent, on peut aussi encourager un comportement. Donc, Suzy dit, il y a un crédit pour prendre en compte le coût de la vie plus élevé en région éloignée. Fait que ça, c'est un état de fait. Mais quand on dit un crédit d'impôt pour que les jeunes, après avoir fait leurs études, retournent en région, ça, c'est parce qu'on veut modifier le comportement des jeunes pour qu'ils retournent en région. Donc, on arrive évidemment à faire ce type d'éléments-là. Puis du côté de la fiscalité des sociétés, bien évidemment, on a des crédits qui cherchent à ce qu'elles embauchent, des crédits qui cherchent à ce qu'elles investissent. Donc, on modifie souvent le comportement. Puis si on peut modifier le comportement en l'encourageant, bien, on peut aussi modifier le comportement en essayant de le décourager. Puis là, bien, pour le moment, je vais donner un seul exemple qui serait bien, les taxes sur le tabac. C'est un exemple de on veut décourager la consommation de tabac. Puis là, bien, comment on fait ça, modifier le comportement des gens? Bien, il y a la fiscalité, à travers la loi de l'impôt, bien, il y a différentes mesures. Bien, c'est ces mesures-là qui nous servent à modifier le comportement. On peut exonérer un revenu, on peut permettre une déduction, on peut reporter, on peut offrir un taux réduit dans certaines situations X, Y ou Z, puis vous connaissez tous les fameux crédits d'impôt, donc on peut offrir un crédit d'impôt pour modifier le comportement. Mais par la fiscalité, il y a d'autres outils aussi. Bien, une baisse d'impôt, ça envoie aussi un signal. C'est donc aussi une façon de faire un nouvel impôt, une surtaxe, dans le but de décourager un comportement, on en a déjà parlé. François a parlé d'écofiscalité, mais l'écofiscalité, c'est aussi ça, donc une mesure pour décourager un comportement. Et pour la section suivante, pour débuter, on veut essayer de vous montrer, Suzy et moi, ou vous convaincre à tout le moins que par la fiscalité, on se doit d'offrir une certaine équivalence à certaines dépenses budgétaires ou à une certaine équivalence entre les mesures fiscales entre elles. Puis, je vais commencer avec un exemple simple. Puis en après-midi, on va avoir des conférencières qui vont nous parler de régime à l'égard de la fiscalité et de la retraite. Bien, commençons par regarder lorsqu'on veut aider les citoyens à se préparer pour la retraite. C'est un objectif social important. Bien, évidemment, on ne fait pas un cours aujourd'hui sur la première loi de l'impôt de 1917, mais dans la première loi de l'impôt de 1917, ça tenait déjà compte des régimes de pension agréés. On tenait compte que si vous cotisez un régime de pension, vous avez moins de revenus pour payer vos impôts, donc il y avait une déduction. Puis plus tard, quand vous allez avoir des revenus du régime de retraite, bien, ils vont être imposables. Mais si on offre ça à des gens qui ont des régimes de pension de l'employeur, bien, il faut aussi offrir un équivalent aux autres. Puis, ça ne s'est pas fait en symétrie, ce n'est pas en 1917, il fallait que la fiscalité évolue. Mais depuis 66 ans, on offre le REER, qui est
un alter ego, peut-être pas complètement comparable, mais un alter ego pour ceux qui n'ont pas de régime de l'employeur, qui peuvent aussi cotiser, avoir une déduction, et lorsqu'ils feront des retraits, que ça soit imposable. Un autre exemple d'équivalence, service de garde. Donc, on a parlé du service de garde à contribution réduite, mais la fiscalité, c'est sûr que l'équivalent dans ce côté-là, c'est d'un point de vue uniquement financier, on ne parlera pas de qualité, mais à tout le moins, d'un point de vue d'équivalence pour l'accessibilité à ça, bien, il y a quand même le crédit d'impôt pour frais de garde, surtout depuis qu'il a été bonifié à plusieurs reprises. Donc, ça permet ça, du moins le temps aussi que le service de garde à contribution réduite, peut-être que les problèmes que Pierre soulevait se règlent tranquillement. C'est ça. Puis tantôt, on disait bien, avoir une certaine équivalence, mais il faut aussi avoir un peu une approche globale. T'sais. Donc, si on veut mesurer l'intervention de l'État, on ne peut pas souvent le mesurer juste, par exemple, par le budgétaire. Là, encore une fois, je vous prends un exemple. Je veux juste illustrer les idées à travers certains exemples. Mais si on prend le maintien à domicile, l'objectif d'offrir des services de maintien à domicile, si on va dans le budget des dépenses, puis on sort les données, bien, les données de soutien à l'autonomie des personnes âgées, soutien à domicile, c'est 1,5 milliard. Mais par la fiscalité, on offre un autre 600 millions par le crédit d'impôt maintien à domicile. Donc, si on veut voir la protection sociale ou l'intervention de l'État pour cette mission-là, il faut prendre les deux. Puis à vrai dire, il faut même prendre plus que ça. Si le fédéral faisait de l'intervention pour le maintien à domicile, si les municipalités en faisaient, dans la capsule de Mme Marois, elle disait les municipalités amies des aînés, mais s'ils font quelque chose, bien, au Québec, l'intervention maintien à domicile devrait comprendre toutes ces composantes-là. Autre exemple, pour tenir compte de l'approche globale, montrer que c'est important. Donc, il y a la fiscalité, il y a le budgétaire, l'importance donc de l'approche globale. Prenons un exemple simple, quand on calcule le soutien minimal pour un ménage. Je vous donne l'exemple d'un couple avec ou sans enfants. Comment on calcule le soutien minimal? Bien sûr, on va commencer à l'aide sociale, donc une mesure budgétaire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'en 2023, un couple avec ou sans enfants, sans contrainte à l'emploi, reçoit en aide sociale. On voit donc que c'est équivalent en termes de mesures budgétaires. Que tu aies ou non des enfants, tu as le même chiffre. Tout à fait, exactement. Si on ajoute des mesures fiscales ou socio-fiscales, on ajoute le crédit TPS, crédit solidarité. Dans les deux cas, c'est un peu équivalent. Il y a un plus quand tu as des enfants. Et bien sûr, pour le couple sans enfants, s'ajoutent les allocations pour la famille. Allocation familiale, allocation canadienne pour enfants. C'est donc un cumul. Là aussi, l'approche globale, on va voir ce qui est offert dans l'entièreté de ce qui est offert par l'aide de l'État. Si j'avais fait l'exemple pour une famille monoparentale versus une personne seule, j'aurais un peu le même profil, la même histoire où on cumule l'ensemble et c'est par la fiscalité dans ce cas-là ou les mesures socio-fiscales qu'on ajoute davantage pour les enfants. Et Suzy vient de montrer, vous voyez, il y a une certaine générosité à l'égard du soutien des ménages, du moins à faible revenu, pour la prise en compte des enfants. Donc, un soutien qui est généreux, qui n'est pas imposable et qui se fait à l'extérieur de l'aide sociale. Mais évidemment, si ça se fait à l'extérieur de l'aide sociale, puis on veut être généreux avec les moins nantis, il faut trouver une façon que ça ne soit pas uniforme pour tous, que les plus riches en aient moins. Et c'est ça, ici, quand vous cumulez les allocations du gouvernement canadien et du gouvernement du Québec, selon l'âge des enfants, à très faible revenu ou à faible revenu, vous avez plus de 18 000 $ non imposables de soutien aux enfants. Évidemment, passé un certain seuil, vous voyez que ça diminue et il y a un minimum offert par l'universalité du côté du Québec. Bon, c'est la manière dont on a choisi d'intervenir au Québec et au Canada. Puis ici, je fais juste pour montrer l'exemple de la Suède, pas pour une comparaison, pour dire qu'on est meilleur qu'eux, c'est vers eux qu'on devrait faire, mais eux, ils ont une approche complètement différente. Pour les allocations aux familles, c'est un montant universel, beaucoup plus modeste que le nôtre, mais offert à tout le monde. Et donc, on voit pour une majorité de familles québécoises, on a un programme qui est beaucoup plus généreux et coûteux. Et pour une minorité, les plus riches, bien, le système suédois, contrairement à ce que les gens auraient peut-être pu s'imaginer, va être plus généreux parce qu'il offre un montant universel. On continue toujours dans le rôle de la fiscalité. Donc, la fiscalité permet-elle de réduire les inégalités? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer à cet égard-là? Bien, la réponse, vous vous en doutez, elle est oui. Façon de le montrer, ce que je vous montre ici, c'est un indicateur
faut que je sois plus proche. Oui, c'est ça. Un indicateur, donc, d'inégalité qui s'appelle le coefficient de Gini. C'est un parmi d'autres. Ce qui indique cet indicateur-là, c'est les inégalités de revenus. Ça montre dans la distribution du revenu dans la population. Donc, ce qu'on retient, c'est que plus le coefficient est bas, moins il y a d'inégalités. Plus le coefficient est haut, plus il y a d'inégalités. Ici, on vous présente le coefficient après l'intervention de l'État, donc après impôts et transferts. Et ce qu'on voit, c'est que le Québec, parmi une série de pays de l'OCDE, des pays avancés, se situe en 7e position, donc dans un des endroits où les inégalités sont un peu plus faibles. Suzy parle, elle dit il y a d'autres indicateurs. Le Gini est pas mal bon pour se comparer comme ça, mais François et Camille vont publier une étude bientôt chez nous pour montrer que quand on parle d'évolution pour les inégalités fines, le 1 des plus riches, les plus pauvres, il y a moyen d'avoir d'autres indicateurs. Mais là, juste pour notre comparaison comme ça, comme on ne fait pas d'évolution, Gini donne quand même un bon exemple. Et ici, je rajoute, gardons tout ce que je fais, je rajoute les inégalités avant l'intervention gouvernementale, donc les revenus de marché. Donc, la petite barre, c'est les inégalités avant que l'État intervienne. Le bâtonnet que Suzy a montré, c'est les inégalités après l'intervention de l'État. Puis vous voyez, en tout cas, vous pouvez voir entre le Québec et la Finlande, qui est juste à côté, on a à peu près les mêmes inégalités après intervention de l'État. Mais avant intervention de l'État, encore une fois, peut-être contrairement à ce que certains penseraient, les inégalités en Finlande sont beaucoup plus grandes qu'au Québec. Et donc, la différence entre le bâtonnet et le tiret, c'est la capacité de l'État à réduire les inégalités. Et vous voyez, la Finlande, c'est à l'extrême gauche pour vous, là. Et c'est la Finlande qui a une plus grande réduction des inégalités, mais ils finissent à la même place que le Québec, donc ils partaient de plus loin. Et ici, on voit, bien, le Québec, on est plus en milieu de peloton dans la réduction des inégalités. Mais le message central que je voulais faire, c'est ni celui-là, ni le premier. Ce que je voulais faire ici comme message central, c'était de dire, c'est quand vous regardez entre le orange et le turquoise, c'est qu'est-ce qui réduit les inégalités? Est-ce que c'est les transferts que l'État fait aux gens ou c'est la manière dont on prélève les impôts? Puis vous voyez, la contribution est beaucoup plus forte du côté des transferts que du côté des impôts. Et ça m'amène, dans le fond, à avoir un certain constat, c'est-à-dire, ou une certaine morale. On doit beaucoup plus se préoccuper de la quantité d'impôts que l'État prélève pour ensuite pouvoir faire des transferts que la manière dont l'État les prélève. La manière dont l'État les prélève, c'est le turquoise. Ce qu'il fait avec le quantum, c'est le orange. Donc ça, il faut garder ça aussi à l'esprit. Ah, est-ce que vous allez revenir sur nos défis? Oui. Oui. Est-ce que vous allez les imager aussi en même temps? Pardon? On peut essayer d'imager les défis. Est-ce que vous allez nous montrer leur efficacité aussi en même temps? C'est ce qu'on essaie de faire, bien sûr. Parfait. Donc, tu nous avais lancé un peu le défi d'essayer de dire est-ce que ça donne quelque chose, la fiscalité? Puis là, on a fait certaines illustrations, notamment en matière d'incitation au travail. Je reviens, puis plus tard, on va parler de 50 ans de fiscalité, là, après une pause qu'on vous promet depuis tantôt, mais qui va finir par arriver. Et donc, en 1984, Jacques Parizeau a fait un livre blanc sur la fiscalité, puis il s'intéressait beaucoup à l'incitation au travail. Il faut que ça soit rentable d'aller travailler. Et là, on a retrouvé les chiffres, nous, qui avaient calculé à l'époque. Donc, il avait calculé un couple sur l'aide sociale avec 2 enfants, dont un des conjoints prenait la décision de dire « je quitte l'aide sociale puis je m'en vais travailler au salaire minimum ». Qu'est-ce qui restait dans ses poches de prendre la décision d'aller travailler au salaire minimum à temps plein? Il restait 21 % du salaire qui avait été cherché. Donc, son taux de conservation du salaire, c'était 21 %. Puis là, bien, vous me voyez venir, là, on va regarder, c'est-tu mieux aujourd'hui que c'était? T'sais? J'espère que oui. Puis une fois qu'on a eu le constat, on a eu 40 ans pour changer, améliorer. Bon, en 2000, on était rendu à 29 %. Donc, quelqu'un qui était sur l'aide sociale en couple, un des conjoints allait travailler au salaire minimum, il conservait 29 % du salaire minimum. Puis là, en toute honnêteté, il y avait un régime que je n'ai pas pris en compte qui s'appelle le régime à part. Mais en 2004, le gouvernement nous confirmait qu'un ménage sur 2 sur l'aide sociale ne l'utilisait pas. Donc, on ne l'a pas utilisé ici, considérait qu'on avait une chance sur 2 d'avoir raison de ne pas l'utiliser. Et on arrive maintenant en 2023. Bien, en 2023, ce qu'on voit, c'est un couple sur l'aide sociale dont un des conjoints, avec des enfants toujours, un des conjoints qui prend la décision d'aller travailler au salaire minimum à 15 et 25, et qui donnerait 30 500, il va conserver 60 % de son salaire. Donc, le taux de conservation est beaucoup mieux.
Et ça s'explique en partie par la fiscalité où on a posé des gestes, notamment en matière d'incitation au travail. On est rendu rôle de la fiscalité, cette fois-là. On revient aussi dans les défis. On parlait de défis de la main-d'œuvre. On entend beaucoup parler des travailleurs aînés. Donc, est-ce que ça peut être payant pour eux d'aller travailler? Je vais laisser Luc aussi vous présenter ça. Moi, je vais vous présenter certaines données préalables à ça. Regardons aussi dans l'histoire qu'est-ce qui est arrivé en termes pour les travailleurs aînés. Ici, c'est l'âge moyen de la retraite. Donc, on se compare à l'Ontario. On aime ça au Québec, se comparer à l'Ontario. Donc, en 2012, on était à un âge de la retraite beaucoup plus rapide qu'en Ontario, 2,3 ans de moins. Qu'est-ce qui arrive 10 ans plus tard? Donc, on est en 2021 dans ce cas-là. On a encore un écart, mais qui est beaucoup moindre. Et dans les deux cas, l'âge de la retraite a augmenté. Donc, il s'est passé quand même quelque chose entre les deux. Autre donnée intéressante, bien sûr, à regarder, c'est les taux d'emploi. Là aussi, les taux d'emploi pour ces deux groupes d'âge-là, à gauche, 60 à 64 ans et à droite, 65 à 69 ans. Donc, on a un écart négatif. Ici, on a un taux d'emploi qui est moindre, de près de 10 points de moins dans le premier groupe et près de 9 points de moins dans le deuxième groupe. Qu'arrive-t-il 10 ans plus tard? Dans les deux provinces, les taux d'emploi ont augmenté pour ces groupes d'âge-là et les écarts se sont réduits significativement. On est donc rendu à peu près à 5 points pour les 60-64 ans et à 7 ou près de 8 points pour les 65 à 69 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans-là? Il y a peut-être des effets de comportement, mais il y a aussi des effets de fiscalité qui est venu donner. Donc, le gouvernement s'est adapté à adapter ses politiques publiques. Puis là, regardez, depuis 2012, le gouvernement fédéral, par la pension de sécurité de la vieillesse, à partir de 2013, il a permis qu'on puisse reporter le début de la rente en échange d'une majoration de la rente. En 2022, il a permis, pour les 75 ans et plus, d'avoir une rente, encore une fois, augmentée de 10 % qui rend encore la majoration plus intéressante. En 2020, le gouvernement fédéral, toujours, a venu changer les règles dans le supplément de revenu garanti. Vous savez que c'est un régime pour les plus pauvres, le supplément de revenu garanti, mais lorsqu'on a un revenu de placement, qu'on a un revenu de location, qu'on a un revenu de retraite, ce chiffre-là, cette prestation-là diminue rapidement. Mais on est venu faire, pour le revenu de travail, vous permettre d'en gagner une certaine quantité sans que ça affecte le supplément de revenu. Encore une fois, donc, une incitation au travail à la retraite. Du côté du Québec, ce qu'on est venu faire, du côté du régime des rentes, en 2014, on est venu encore une fois rendre le report de la rente par une majoration plus forte. Ça a été fait en 2014. Et dans les dernières consultations publiques du régime des rentes du Québec qui a eu lieu avant le budget, mais que le ministre des Finances a annoncé que ça serait intégré pour 2024, encore une fois, une plus grande flexibilité où, d'une part, on va, par exemple, pouvoir, pour ceux qui ont déjà une rente du RRQ passé 65 ans, cesser de cotiser ou que la cotisation soit facultative. Et pour les gens de 65 ans et plus, on va venir, si le gain de salaire fait passé 65 ans réduirait la moyenne des gains carrière, on n'en prendra pas part, on n'en tiendra pas compte. Mais si ça l'augmente, votre moyenne des gains carrière, on va en prendre part. Donc, le meilleur des deux mondes. Donc, on va, dès 2024, il va y avoir ces changements-là. Et un changement aussi depuis 2012, ils ont mis en place un crédit prolongation de carrière qui fait que si vous travaillez passé 60 ans, encore plus généreux passé 65 ans, vous pouvez, basé sur votre revenu de travail uniquement, vous pouvez avoir droit à un crédit. Et le crédit a débuté quand même un peu modestement, mais les 3 petits points nous disent qu'il a été majoré plusieurs fois jusqu'en 2019. Fait que je reprends ce qu'on avait fait comme exercice pour quelqu'un sous l'aide sociale qui décide de quitter l'aide sociale pour aller travailler. Cette fois, je prends pour des retraités à faible revenu qui prennent la décision d'aller chercher un montant de revenu de travail. Donc, ils ont 65 ans, ils ont droit à la pension de sécurité de la vieillesse, ils ont droit au supplément de revenu garanti, ils ont un montant de la régime des rentes du Québec de 7 500. Dans ce cas-là, le premier cas que je vous montre, ils n'ont pas de régime privé, ils n'ont pas de sortie REER, donc vraiment à revenu modeste. S'ils décidaient d'aller gagner 10 000 en 2011, ils en conservaient 60 %. S'ils décident d'aller gagner 10 000 en 2023 de revenus de travail une fois à la retraite, ils vont en conserver 73. Donc, les gestes des gouvernements se sont adaptés et la rentabilité du travail, la conservation du revenu de travail est plus grande qu'elle ne l'était.
C'est vrai pour des gens à faible revenu. On va le faire pour des gens à revenus un peu plus moyens, donc qui ont la pension de sécurité de la vieillesse, pas le supplément de revenu garanti parce que trop de revenus, toujours un montant du régime des rentes du Québec, puis une pension privée ou un REER là, équivalente à 20 000 $. Donc, dans ce cas-là, en 2011, encore une fois, s'ils décidaient d'aller gagner 15 000, l'équivalent de 15 000. L'équivalent de 15 000, ils conservaient 58 % et en 2023, s'il décide d'aller gagner le 15 000 $, il va conserver 68 %. Donc, encore une fois, ça s'est amélioré. Et là, je vous ai parlé des changements au RRQ. Si en 2024, à fiscalité constante, cette personne-là décidait d'aller gagner 15 000 et de cesser de cotiser au régime des rentes du Québec, son taux de conservation serait de 71,5 %. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les gens arrêtent de cotiser. C'est de la planification financière. Il faut voir, c'est du cas par cas. Dans certains cas, il faut continuer de cotiser. Dans d'autres cas, on peut se permettre d'arrêter. Mais en absence de cotisation, le taux de conservation serait évidemment plus grand. Un autre défi qu'on a parlé plus tôt, c'est la productivité. Donc, est-ce que la fiscalité a un rôle à jouer à cet égard-là? Certainement. On a beaucoup parlé de productivité. Je vous ramène encore, je suis une économiste de formation. Donc, ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est de 82 à 2019, la croissance économique a été en moyenne de 2 %. La productivité a contribué à cette croissance économique-là pour à peu près la moitié. Donc, 1 sur les 2 points de pourcentage de croissance. Avec les changements démographiques dont on a parlé, nos projections de la soutenabilité, dans les années à venir, donc dans les 20 prochaines années, on parle d'une croissance économique d'à peu près 1,2 % en moyenne par année. Et dans ce cas-là, la productivité, selon nos hypothèses, c'est 75 % sa contribution. Donc, ce qu'on dit, c'est depuis tantôt, on dit que c'est important d'augmenter la productivité, mais c'en est un symbole là. Norma a bien expliqué c'était quoi les déterminants, les facteurs de croissance de la productivité. Je les résume aussi, imagés autrement. Donc, capital humain, capital physique, progrès technologique. Est-ce que la fiscalité peut jouer un rôle? Et Norma a même mentionné, ou avec EMNA, qui disait, ben oui, mais la fiscalité elle peut donner des crédits d'impôt pour la formation, aux particuliers, aux entreprises, peut donner des crédits d'impôt à l'investissement, peut donner de l'amortissement accéléré à l'égard de certains équipements ou certaines technologies, ou, puis là, on le connaît bien quand même, le crédit d'impôt pour la R&D, c'est un crédit d'impôt qui va favoriser donc la recherche, l'innovation, qui va aider, dans le fond, le progrès technologique et, ultimement, devrait contribuer à la productivité nationale. Oups. Oh, voyons. On est deux, hein? Oui, c'est ça. On n'était pas bien synchronisé, mais quand on s'imagine, hein? ça là. Rôle de la fiscalité et environnement. Ça aussi, c'est un autre défi. François en a parlé beaucoup. Bien sûr, l'écofiscalité, ce n'est pas parfait, mais ça reste un outil qui peut être utilisé. Qu'est-ce qu'il y en est au Québec? Je vais aller chercher des données dans l'inventaire des mesures écofiscales, l'inventaire que des collègues font à la chaire. Donc, ce qu'on montre ici, c'est les recettes provenant des taxes liées à l'environnement par catégorie, par secteur. Secteur de l'énergie, essentiellement les carburants, le transport, immatriculation, vente, achat, pollution et ressources. Comment on se compare au Québec vis-à-vis la moyenne des pays de l'OCDE? Mais on voit où on va en chercher le plus en énergie et en transport, mais on est de loin en bas de ce qui se fait dans l'OCDE en importance. Dans le cas de la pollution et des ressources, on est à peu près égal ou un peu plus, mais par contre, ce n'est pas là qu'il y a beaucoup de la marge de manœuvre. Donc, il n'y en a pas tant que ça ici. Puis quand on cumule tout ça, toute l'écofiscalité dont François parlait des limites, puis qu'on regarde en proportion de notre économie, est-ce qu'on en perçoit beaucoup par rapport aux autres? Bien là, on s'aperçoit qu'on en perçoit quand même très peu. Et si on prend la même méthodologie que l'OCDE, donc le bâtonnet bleu pâle pour le Québec et le rouge pour le Canada, on voit qu'on est à 1,2 pour le Québec versus 1,1 pour le Canada, donc très, très, très faible, parmi les plus faibles utilisateurs de l'écofiscalité, beaucoup plus faible que la moyenne de l'OCDE. J'ai même mis un bâtonnet plus généreux pour le Québec, qui est ce qu'on fait à la chaire, on recense l'inventaire des mesures écofiscales, donc des mesures qui ne sont pas prises en compte par l'OCDE, que nous, on insère pareil. Donc, on serait un peu mieux performant, mais on resterait nettement sous la moyenne canadienne.
Fait qu'Yves, c'est la manière qu'on a réussi à essayer de répondre à ta question. Est-ce que la fiscalité répond aux défis des panels précédents? Ou peut être un outil. Ben, est-ce que je comprends bien votre conclusion, c'est que oui, la fiscalité a joué un rôle ou joue un rôle? Bien, la réponse, ça serait oui. Est-ce qu'elle défis, peut jouer mieux? Puis est-ce que le rôle est efficace, en fait? Est-ce que la fiscalité est efficace pour régler les défis? Bien, moi, je pense que la fiscalité, ce n'est pas une fin en soi. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé, qui peut être amélioré. Il y en a d'autres, des outils, mais certainement qu'elle a joué un rôle, qu'elle peut jouer encore un rôle à cet égard-là aussi. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas une solution miracle. Il y a des fois que la fiscalité, dans certains domaines, c'est une grosse paire de ciseaux un peu mal adaptée, là, que le budgétaire peut le faire plus finement. Mais dans certains cas, la fiscalité joue bien son rôle, ou peut-être même mieux que certaines dépenses budgétaires. Ouais, puis j'avoue qu'on peut l'ajuster aussi. Comme François disait, l'éco-fiscalité a joué son rôle, oui, mais pas suffisamment pour atteindre les objectifs qu'on s'était donnés en termes d'environnement, etc. Mais on pourrait modifier ou augmenter les taux ou quelque chose. Quand j'entendais tantôt François parler de ça, j'ai une vieille phrase de Jacques Parizeau qui m'est venue à l'esprit. Tu sais. Jacques Parizeau, il disait « problème majeur, solution majeure ». Fait qu'on est en environnement. Est-ce que l'éco-fiscalité, on y va avec une demi-scène de plus ou une scène et quart de plus sur l'essence, ou on assume puis on frappe un grand coup? C'est sûr que ce n'est pas quelque chose de populaire électoralement, mais c'est quelque chose, si tu veux avoir un impact, il faut que les gens le ressentent, là. Moi, j'ai une question. Ça ne sera pas du cadre, mais ça reste là-dedans, parce qu'on parle beaucoup de fiscalité, c'est un outil, etc. On l'utilise, puis on l'utilise assez souvent là, pour essayer de régler un défi ou quoi que ce soit. Mais quand on vient mettons qu'on a un objectif, on prend la fiscalité, puis une fois que l'objectif est atteint, là, puis qu'on essaye de l'enlever, cette maudite patente fiscale-là, là, qui fait plaisir à bien du monde, là, comme on dit, là. Mais quand on vient de l'enlever parce que les objectifs sont remplis, ça cause toujours un problème. Ce qui fait que la fiscalité s'alourdit souvent. Comment on fait pour revoir ça? C'est quoi y a-t-il un moyen de... C'est pas évident, là, je sais, mais... Après la pause, je suis posé de faire une intervention vers 5h15, 5h20. Puis je vais essayer de répondre à ça. Mais grosso modo, ce qu'on peut quand même dire, c'est il y a une sédimentation des mesures fiscales. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever, d'un ministre des Finances à l'autre, d'un gouvernement fédéral au gouvernement du Québec. Donc, il s'en ajoute. Puis, j'ai déjà entendu, cette fois, là, je pense que c'est Carlos Letao qui avait dit « On n'est pas super bon pour évaluer la performance d'un crédit d'impôt. On n'est pas pire pour évaluer c'est pertinent d'en mettre un. Il y a un besoin, il faut en mettre un. Mais 5 ans plus tard, évaluer est-ce qu'il a atteint son objectif au moindre coût possible. Toujours garder ça. Moi, je dis toujours ça à mes étudiants. C'est pas tout d'atteindre l'objectif avec ton crédit d'impôt, mais tu l'as-tu atteint au moindre coût possible? La meilleure façon possible. Donc, ça, c'est ça. Fait qu'il y a encore du travail à faire en matière d'évaluation des mesures et des enlever lorsqu'elles ne sont plus pertinentes. Okay. Moi, je dirais quand même que faut qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut faire pour aussi réussir à les enlever, parce que des fois, tu l'as dit, les objectifs sont atteints ou les besoins sont changeants et ils sont plus importants ailleurs. Fait qu'il faut y aller de façon graduelle. Je ne le sais pas, je n'ai pas la solution, mais certainement qu'il faut y réfléchir et il faut se rendre là. Si on veut que ça reste un outil qui est efficace, il faut être capable de l'utiliser ailleurs aussi. Bien, merci. Je pense que c'est très intéressant.